Du coup, une fois nos petits problèmes techniques résolus, nous accueillerons David Thomas, qui est lauréat du prestigieux prix concours de la nouvelle de 2023 pour Partout les autres. Donc quelques minutes, une fois ces problèmes de son. Let's welcome our special guest, David Thomas, winner of the prestigious Goncourt Prize for Short Stories in 2023 for Everywhere, The Others. Eh bien, merci. Là, ça va, je ne parle pas trop vite, David. C'est parfait. Bon. Écoute, je suis vraiment heureux que ce soit toi qui aies choisi comme invité, parce que on se connaît depuis quelques temps. J'ai suivi la carrière, on va appeler ça comme ça, d'auteur depuis, je pense, à peu près ses débuts, puisque j'ai eu la chance de jouer une de tes pièces de théâtre, qui était un de tes premiers textes édités, je crois, que tu avais parlé de moi. Depuis, tu as eu de nombreux prix. J'ai toujours été intéressé, et plus que intéressé, presque fasciné par ta manière d'écrire, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très, je veux dire, particulier chez toi, c'est que déjà tu fais partie des rares auteurs contemporains qui ont vraiment, contemporains, on peut le constater, il est bien là, qui ont un style vraiment, tu as vraiment un style d'écriture, c'est-à-dire qu'on reconnaît, quand on a lu quelques livres de toi, on reconnaît très rapidement ta patte en lisant quelques lignes. Et la question que je voulais te poser, la première question, c'est tes personnages sont souvent des hommes et des femmes désabusés, et malgré tout ça, on sent qu'il y a toujours une flamme à l'intérieur d'eux. Alors j'aurais voulu te demander, qu'est-ce qui fait que ces personnages un peu désabusés, on a l'impression qu'ils sont un peu, entre guillemets, nihilistes, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de vivre et qu'est-ce qui les fait avancer? Je dirais pas que le personnage sont désabusés. Je dirais qu'on peut avoir ce sentiment parce que le personnage, très souvent, s'adresse à eux. Comme tu as un peu remarqué, j'ai publié 7 recueils de nouvelles. Chaque recueil passe entre 60 et 100 textes. Et je n'ai jamais écrit à la troisième personne. J'ai toujours écrit à la première personne. Un peu comme si les personnages s'adressaient presque plus à eux-mêmes qu'aux autres. Et évidemment, quand on s'adresse à soi-même, eh bien, on ne fabrique moins un personnage. On s'autorise plus à se dire des choses que peut-être cacheraient de pas dire, de ne pas montrer. Donc, c'est ce qui donne ce sentiment, probablement, qu'ils ont l'air un peu désabusés. Mais ce sont surtout les personnages qui, voilà, tant qu'ils s'accrochent à eux. Moi, je fais partie de ces gens qui viennent de la vie est intégrale. Je ne suis pas le personnage le plus optimiste de la Terre, de l'autre, mais bon, voilà, si comme des hommes on peut être parfois dévotion, le fait que la vie soit un miracle, et probablement de dire auteur, D'accord, merci. Vous entendez bien? Je pense que ça ne vient pas tellement de David, c'est le son là. Tu peux faire quelque chose sur H parce que. De quoi? Si vous pouvez éteindre la lumière aussi, et si tu peux monter un peu ton son encore, ou t'es à fond, David? je suis presque à fond là. Vas-y encore. Lâche au max. Ouais, c'est meilleur. C'est meilleur. Non, mais c'est surtout qu'il y a un côté métallique à l'intérieur. Hein? Ok. Ouais, it puts his level full. Bon, on continue, on t'entend, hein, mais c'est vrai que ça peut
Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors pour toi, tu pars de cette posture qui m'étonne, hein, pourtant je connais bien, que la vie est un miracle. Oui, mais c'est un miracle. C'est vrai, c'est pas beaucoup de certitude pour l'existence, puisque la seule chose, c'est que la vie est un miracle. C'est complètement miraculeux. Mais la vie est pas que la vie humaine, la vie tout court. Tellement c'est un miracle. C'est un miracle. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement religieux, mais ça, oui, je pense que la vie est un miracle. Et pour l'instant, bon, tu es surtout connu, ce qui a été récompensé beaucoup, c'est toutes les chroniques, des nouvelles, des textes assez courts. Qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est, pour l'instant, tu n'arrives pas à passer à une grande histoire ou tu préfères cette forme de chronique? D'abord, j'ai publié 2 romans, dont un qui a reçu 2 prix, dont un qui est à la télévision française. Mais en fait, je suis assez vite revenu à cette forme de course, parce que c'est ma discipline. C'est comme un sportif, je fais souvent cette comparaison avec le sport. Quand on est un lanceur de javelot, c'est parfois bon d'essayer de trouver 200 noms. Voilà, moi je me sens dans ma discipline avec ce formateur, eh bien, j'ai l'impression que j'essaie de faire comme les autres. Ça veut pas dire que je ne reviendrai pas à des formats plus longs que de signes de romans. Et je peux dire que c'est vrai que là, après les 2 films consécutifs sous la nouvelle de la télévision française de la nouvelle, je ne sais pas si la prochaine fois je ne vais pas pouvoir investir en roman ou de trouver quelque chose qui est fait tout de suite. Mais bon voilà, c'est la maison, c'est chez moi. Est-ce que tu peux essayer, si tu rapproches le micro de toi, parce que c'est vrai qu'on t'entend, mais si tu parles plus près du micro. Mais je sais pas, le micro il est sur mon ordinateur. Ah, c'est beaucoup mieux là. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est beaucoup mieux. Là, si je parle comme ça? Ah ouais. Ah. Bon, alors je vais parler comme ça. Alors le micro, ça va être ça. Ah, ça change tout. Bon, d'accord. Incredible Friends. Ok. Et donc, alors, moi, je sais, après, dans quelques conversations qu'on a eues, pour ceux qui ne t'ont pas lu et que j'encourage à découvrir vraiment David, moi, je trouve que tu es un merveilleux dialoguiste. Et je suis toujours étonné que le cinéma n'ait pas demandé de dialoguer des films. Et évidemment, comme le théâtre, tu sais bien que je rêverais que tu continues d'écrire du théâtre. Pourquoi, avec ce don que tu as de dialoguer, tu n'as pas eu envie d'écrire de nouvelles pièces ou des scénarios ou des choses comme ça? Pour ce qui est du théâtre, j'ai écrit une 2e pièce. Je ne sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, mais je t'en avais parlé. Et cette pièce a circulé un peu dans Paris, a été lue par des grands acteurs, a failli être montée par Hélène Vincent. Elle a été entre les mains des grands acteurs et elle a même été jusqu'à chez Pierre Arditi. On a fait une lecture chez Pierre Arditi, qui cherchait une pièce à l'époque à monter avec sa femme. Et puis, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Il faut savoir que le théâtre, c'est très compliqué parce qu'il faut convaincre plusieurs personnes. Il faut convaincre des acteurs, il faut convaincre des metteurs en scène, il faut convaincre des producteurs. Enfin, bon, c'est compliqué. Alors parfois vous avez le producteur, mais vous n'avez pas le metteur en scène, parfois vous avez le metteur en scène, vous n'avez pas l'acteur, parfois vous avez l'acteur, mais vous n'avez pas le producteur, etc. etc. Et donc j'ai fini par me lasser de cette tête de course assez, fini par considérer assez vaine. J'en ai eu marre, donc j'ai plus d'1 an et demi, 2 ans d'essai, j'ai mis cette pièce dans mon tiroir et puis je suis passé à
personnages des livres, voilà, c'est les personnages locuteurs, il y a qu'une seule personne à voir, c'est l'éditeur. Et une fois qu'on a réussi à voir, ben voilà, c'est parti. Le théâtre, le cinéma, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. D'accord. En fait aussi, bon, pour ceux qui connaissent aussi le théâtre français, il y a toujours cette séparation entre le théâtre public et le théâtre privé. Et je pense que peut-être dans la manière d'écrire de David, il se trouve peut-être sur la ligne médiane entre les deux, c'est-à-dire qu'il a vraiment une écriture très particulière, enfin, un style, comme je disais, qui lui appartient vraiment, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce qu'on appelle le théâtre privé, qui est plus attiré, on va dire, que par des comédies complètement populaires, et dans le théâtre public, où parfois on va chercher quelque chose de plus conceptuel. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a causé le fait que cette pièce n'ait pas pu se monter? Parce que je l'ai vue, effectivement, et c'est une bonne pièce. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, honnêtement, je pense que c'est parce qu'il fallait que tout soit réuni au même moment et que c'est pas fait. C'est le hasard qui a voulu, enfin, on a malchance, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je ne pense pas que ce soit lié à. Voilà, quand Hélène Vincent, qui est une dame de théâtre formidable, a voulu la monter, elle a réussi à trouver des acteurs, mais on n'a pas trouvé de théâtre. Quand Didier Long a voulu la monter, et à l'époque, il aurait pu à l'époque la monter au théâtre de l'Atelier, parce qu'il reprenait l'Atelier. Bon, il a trouvé Artiti était d'accord, mais après ça a été la fin de l'Artiti. Bon, qui pour X raisons n'avait pas fait la meilleure lecture, et puis c'est vrai aussi que Arletty voulait monter une pièce avec elle, mais le rôle n'était pas vraiment pour elle, et elle l'a tout de suite sorti, parce qu'elle est intelligente, elle a bien vu que c'était pas pour elle. Donc la pièce n'est pas faite. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a eu une raison qui a fait que ça n'a pas pu se faire, quoi. Et je ne suis pas sûr que ce soit enfin, j'en sais rien pour être franc, mais je sais qu'à chaque fois, je pouvais identifier la raison pour laquelle ça ne s'était pas fait. Bon, et je te remercie encore une fois d'avoir accepté de dialoguer avec nous. Tu as été prévenu assez tardivement, puisque ça s'est fait la semaine dernière, mais je voulais te dire, bon, à part les quelques conversations qu'on a pu avoir, bref, sur le sujet d'ailleurs, est-ce que tu connais un peu Auroville, ce qui s'y passe? Ah non, moi je ne connais pas du tout Auroville. Je ne suis jamais venu en Inde. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu pourrais venir un jour? C'est un peu compliqué pour moi. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma femme de Charlotte, comme tu sais, qui travaille à la télé française. Et c'est un peu compliqué pour elle elle travaille à Télématin. Donc, comme elle travaille à Télématin, elle se lève très très tôt. Ouais. Et comme elle se lève très tôt, il faut lui remettre mon fils à l'école. Donc moi, je peux m'absenter de la maison peut-être 2 jours ou 3 jours par semaine, les jours où elle n'est pas à l'antenne. Mais quand elle est à l'antenne, il n'y a pas d'autre solution que ce soit moi qui remette mon fils à l'école. Donc, si je dois venir en Auroville, ben, il faut que je vienne avec femme et enfant pendant les vacances scolaires. Parce que sinon, je ne pourrais pas venir. Écoute, venir à Auroville pour 2 jours, ça va être un peu compliqué. Oui, et puis au niveau de la trace carbone, ça ne va pas passer. Voilà. Mais non, bah écoute, pourquoi pas. Alors bon, on sait que maintenant, ce qui vient, c'est avec femmes et enfants. Mais tu envisages, tu sentirais de faire une résidence d'écriture dans un pays comme l'Inde? Ah ben, moi j'ai jamais fait de résidence d'écriture, donc l'Inde me va très bien. Le problème de la résidence d'écriture, c'est que, enfin, en ce qui me concerne, il vaut mieux que je fasse une résidence d'écriture dans un endroit où je ne vais pas avoir envie de bouger, parce que si je vais en Inde, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vouloir découvrir le pays où je suis, où j'ai jamais été. Donc, est-ce que ça va être une résidence d'écriture? Je ne suis pas certain. Je pense que je ne serais pas un très bon élève si je viens à Auroville pour écrire, quoi. À mon avis, je passerais plus de temps à me balader qu'à écrire. Mais bon, on peut faire semblant, on peut faire croire qu'on y va pour écrire, et puis
on vient avec 10 pages en disant qu'on a beaucoup travaillé. Ce sont 10 pages très très denses. C'est ce que j'adore avec David, c'est qu'il est d'une honnêteté implacable. Donc, ok. Et sinon, malgré tout, malgré ces choses que tu nous as dites, tu comptes réécrire du théâtre ou c'est quelque chose que pour l'instant tu mets complètement... Non, le théâtre, j'avoue que j'ai un peu abandonné cette idée. D'accord. Et est-ce que tu as été traduit en anglais déjà? En anglais, non. On va la vie aux arts. La seule langue où j'ai été traduit, c'est l'italien, et juste Trulli. Mais en anglais, non, pas. Est-ce que, alors maintenant j'ai envie de vous passer aussi un peu la parole, est-ce que vous avez des questions à poser à David? Est-ce que... Oui, Laurence. Ah, est-ce que tu peux nous lire un passage, une petite chronique de ce que tu as écrit par tous les autres, admettons, de nous lire juste un petit passage? Parce qu'en plus, il a été acteur aussi. Regardez, c'est magnifique, on croirait la déco de Apostrophe derrière. On est de lire le texte tout court. Ouais, mais alors, monte le micro, hein, parce que là, il ne faut pas qu'on le rate. Je vais vous lire le texte tout court. Chaque fois que je marche avec mon petit garçon, comme un réflexe, sa main vient se lever dans la mienne. Quelles que soient nos humeurs, nos contrariétés, le temps qu'il fait de nos têtes ou en dos, nous avançons ainsi côte à côte, mains enlacées. Ce geste discret est le plus grand bonheur de ma vie. Un jour, il me le fera. Ok, un autre? Un autre, c'est possible? Un deuxième. Un autre plus long et un peu plus long. Drôle. Alors, ça ne fait pas très bien, je ne sais pas quoi lire. Alors, je ne suis pas de ma génération, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai inventé un genre. Depuis 20 ans que je publie, les livres se sont installés dans le langage littéraire français. Et eux, grâce au travail acharné du directeur commercial de ma maison d'édition, qui, quand je suis arrivé il y a 10 ans, a fait les noms. C'est les représentants. C'est chez les coiffeurs, les dentistes et les généralistes. À dire tous ces professionnels possèdent maintenant dans leur sac d'attente au moins un exemplaire d'un des livres. Donc aujourd'hui, tout le monde a constaté une modification de l'évaluation du temps passé à patienter dans ses antichambres. J'ai un dentiste, il est très bien. Tu connais? Chez lui, on n'attend jamais plus de 2 ou 3 textes. C'est pas du bol. Au niveau généraliste, j'ai 17 textes, c'est abusé. D'autant que ça dépassé rarement de 1000 pages, maintenant, il doit se prendre pour 30 pages. 17 textes de 3 pages, ils se foutent de la gueule, au généraliste. Tu devrais changer de médecin. Merci. Merci. C'est un peu une mise dans la Bible, on leur a compris, puisque c'est un mec qui parle d'un auteur qui écrit des textes très courts. Voilà. Oui, c'est toujours beaucoup d'humour et de profondeur dans les textes de David. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Ah, Samy, vas-y. Bonjour David. Attends. Ah, attendez. Allô? Oui. Bonjour David. En fait, ma question, Bonjour. c'est est-ce que l'écriture vient à toi ou tu réfléchis à écrire? Comment ça se passe, le processus d'écriture? Est-ce que tu es inspiré ou tu réfléchis pour écrire? C'est une bonne question. Ça, du livre
assez à moi. C'est-à-dire que je ne me compte pas trop. Je sais que j'ai une échéance pour remettre de manuscrits à un auteur. Mais comme d'abord j'ai toujours beaucoup de textes comme ça dans mon ordinateur, je ne suis pas très inquiet parce que les choses se font un peu toutes seules. Et les textes tombent un peu comme des fruits qui tombent des arbres. Et puis, au bout d'un certain temps, une fois que je m'approche de l'échéance, je regarde combien j'ai de textes. Pour faire un recueil de 80 ou 100 textes, j'en écris 130, 140. Donc ensuite, je fais un tri. Donc ça se fait assez naturellement. Mais en ce moment, par exemple, j'essaie d'écrire un livre et j'y arrive pas. Donc j'ai beau y mettre régulièrement, j'ai beau y penser régulièrement, j'y arrive pas à le faire, ça vient pas, dans ce que je fais, je ne suis pas inspiré. Donc c'est très laborieux. Donc en fait, et c'est la première fois que je suis dans cette situation-là. Les 2 romans que j'ai écrits et publiés, c'était écrit assez vite, assez facilement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écrit, ça va assez vite. Donc, mais là, pour la première fois, alors est-ce que c'est l'effet de l'Académie française prix Goncourt qui me bloque un peu? Est-ce que c'est le fait que c'est le sujet de vie, ce qui est probable aussi, parce que c'est un livre un peu particulier, où pour la première fois j'évoque des choses biographiques et en plus assez douloureuses. Donc je ne sais pas, mais là, d'habitude, les livres s'écrivent. En fait, c'est le sentiment que les livres s'écrivent tout seul. Et pour la première fois, là, c'est pas le cas. Dernière question, et je passe aux autres. Est-ce qu'on peut dire que le processus d'écriture, c'est une sorte de méditation? Alors, je dirais, moi, je considère que c'est un voyage, plus qu'une méditation. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, que ce soit une pièce de théâtre, un roman ou mes recueils, j'ai le sentiment d'aller d'un point A à un point B. Et je sais que je vais arriver à ce point B. En revanche, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et c'est ça qui est amusant, c'est que le processus d'écriture est comme un voyage, on se surprend à être passé par là plutôt que par là, à aller là plutôt que là. Mais moi, je sais que je vais par là, je sais que je vais là, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire pour y arriver. Et donc, comme tous les voyages, eh ben, il y a plusieurs façons d'aller d'un endroit à un autre endroit. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que l'éducation. Merci. C'est intéressant cette notion de voyage. Et juste une dernière question, c'est une avant-dernière question, parce qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une autre question. Donc, je crois que c'est dans ton premier roman où il y a ce personnage, je parle de ça ici parce que j'en vois nombreux ici dans la salle qui ont fait ça dans les années 60. Il y a ce personnage qui part là vers le Grand Nord pour se retrouver dans le silence des forêts scandinaves, retrouver son frère. Est-ce que, d'ailleurs, il y a quelque chose je pense, qui intéresserait beaucoup les Hérobiliens qui ont vécu ça dans les années 60, qui sont partis, certains d'entre eux qui sont ici, de Paris pour venir en voiture jusqu'en Inde, ce qui était quand même à l'époque une sacrée aventure. Chez ces personnages, cette envie de voyager, de retrouver quelque part le silence, est-ce que c'est quelque chose que tu vis à travers tes romans parce que tu ne le vis pas dans ta vie? C'est quelque chose auquel tu aspires, c'est de faire un voyage comme ça? Ce à quoi tu fais référence, donc effectivement c'est un silence de clairière entre les romans, il n'a pas fait exprès de se retrouver dans cette situation, ce personnage, parce qu'en fait il part à la recherche de son frère. Et son frère qui a un voyageur, lui est peut-être quelqu'un d'extrêmement casanier, c'est un homme de terrier, on pourrait dire. Et il se fait un peu violence pour aller chercher son frère, donc il descend de plus
d'enquête le mène, en fait, là où son frère est pas simplement physiquement, mais aussi justement un peu psychiquement, c'est-à-dire face à lui-même dans la nature. Et en cherchant son frère, il ne le trouve pas, son frère, ils ne se rencontrent pas tous les deux, mais son frère l'a emmené là où il considère que son petit frère devrait être, c'est-à-dire se retrouver seul dans la nature. C'est pas tout à fait la même chose, c'est qu'il n'a pas voulu le personnage se retrouver comme ça. Mais je ne sais plus je suis un peu de ta question, enfin bon, bref, ça pour dire que Adrien Lipinski, mon personnage, il se retrouve, oui, dans une espèce de conditionnement, en fait, je ne dirais pas méditatif, mais qui l'oblige à se regarder et à regarder le monde différemment. Moi, ce truc de vivre seul dans une forêt, en Scandinavie, c'est quelque chose que j'ai vécu et ça m'avait beaucoup frappé. Et le silence m'avait frappé. Et je trouve qu'on n'est pas le même homme. Moi, je fais partie de ces gens qui sont convaincus qu'on est ce qu'on fait. Et donc, on est aussi là où on est. C'est-à-dire que l'environnement, notre environnement nous conditionne. Je pense qu'on n'est pas le même homme dans une ville de Paris que une petite ville de province, que vivre au bord de la mer, que vivre en pleine nature. Vous voyez, moi je pense beaucoup à ces choses-là. Et donc, le personnage, en allant chercher son frère, en menant cette enquête qui est de retrouver son frère, en fait, il se découvre lui-même aussi. Il découvre quelque chose de lui-même qu'il ne connaissait pas. D'accord, ce roman, vraiment, j'ai été étonné qu'il ait pas le succès mérité, parce que j'ai un très bon souvenir, surtout du début qui m'avait fait énormément rire, où ce personnage, avant de partir à la recherche de son frère, en fait, bon, il est dans son couple, ça se passe très mal, il ne se passe plus rien avec sa femme, tu me corriges si je me trompe, et sa femme décide de l'envoyer chez le psy. Et le gars va chez le psy, il est un peu contraint et forcé par sa femme, quoi, mais il y va, il dit rien. Et puis il finit par s'endormir sur le divan. Et chaque semaine, il va chez le psy dormir, et tout ça, en fait, le côté agréable, c'est de pouvoir faire une bonne sieste chez son psy, une sieste hebdomadaire comme ça. Ça m'avait fait vraiment hurler de rire. Et de là, après, il va décider de se mettre en action et partir à la recherche de son frère. Mais il y a quand même eu une grande utilité à aller chez ce psy, puisque c'est en s'endormant chez ce psy qu'à chaque fois il rêve de son frère. Oui. Donc il ne fait pas le travail d'analyse chez son psy, il fait plutôt un travail de repos. Enfin, mais c'est ça qui l'incite qui réveille en fait chez lui un manque et qui provoque chez lui la nécessité de partir à la recherche de son frère. Donc, il y a quand même, malgré tout, il y a quand même une certaine utilité. Il y a une rentable. C'est un peu rentable. C'est pas aussi peu rentable que ça n'en a l'air. Ok, alors une dernière, ne t'inquiète pas, on va lui donner la parole à monsieur. Alors, attends, il y avait, juste après, il y avait monsieur qui voulait poser une question. Et après, Laurence. David Thomas, bonjour, c'est Issaz Narani de l'île Maurice. Alors, vous êtes lauréat du Goncourt de la Nouvelle 2023. Je voudrais vous demander quelles sont les spécificités de la Nouvelle par rapport à d'autres genres littéraires, en particulier le roman. Est-ce que vous ne pensez pas que les frontières entre les genres littéraires sont artificielles? Si par exemple on prend le mot roman, aujourd'hui, pas seulement en France, partout dans le monde, nous avons des textes de fiction écrits roman, mais c'est un terme générique.
Donc on ne sait pas ce que c'est. Et alors d'autre part, il y a des publications, on en trouve partout, en France. On ne sait pas ce que c'est parfois on dit c'est une nouvelle longue ou alors roman court. Et Jean-Marie Le Clésion l'a écrit deux. Il y a aussi un terme comme ça. Le magasin ne revient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les frontières ont fait entre les genres littéraires aujourd'hui? Est-ce que ces frontières ne sont pas en fait artificielles? Voilà, je vous remercie. Jean-Paul, est-ce que tu... Oui. En fait, j'ai entendu qu'un mot sur deux. Ah, alors en gros, parce que ça passe pas bien le micro de l'autre côté, c'est monsieur te demandait si qui est écrivain aussi et qui connaît particulièrement bien l'œuvre de Jean-Marie Le Clézio, si entre les genres comme ça, entre la nouvelle et les romans, il y avait quelle était la frontière? Est-ce que je peux essayer? Oui. Allô? Est-ce que tu entends là? Tu entends mieux? Ça va? Pas mal. Oui, Tu entends très allez-y. mal. Ici. Je passe ici. Là, ça va? Là, tu Oui. entends mieux? C'est mieux? Oui. Alors, Un peu mieux. oui, je voudrais vous demander quelles sont les spécificités de la nouvelle par rapport à d'autres genres littéraires, en particulier le roman. Et parce que, donc, si on prend le mot roman, ce terme, roman, de nos jours, avec tous les romans publiés, c'est un terme générique. Donc, on ne sait pas, on écrit un texte de fiction et puis on écrit roman. Mais c'est tellement divers. Alors, et pour la nouvelle, donc, je voudrais vous, parce qu'il y a des textes de fiction qui paraissent, c'est soit une nouvelle longue, soit un roman court. Et Jean-Marie Le Clésion l'a écrit deux. Il a utilisé un terme qu'il a mis en couverture, mais ça ne me revient pas. Donc, Donc, quel est votre avis, donc, en tant que nouvelliste et aussi romancier? Pour être très franc, je ne me préoccupe pas beaucoup de ces actes. Moi, je suis réputé pour écrire ce que certains appellent des micro-fictions, qui est un terme qui a été inventé par Régis Offray il y a 25 ans, quand il a plus de 20 ans, quand il a publié son premier recueil et qu'il a intitulé Micro-fiction. C'est des découvertes absolument géniales d'adapter des textes cycliques comme ça. Mais moi, personnellement, je parlerai peut-être de instantané parce qu'il y a quelque chose de photographique dans ce que je fais. Maintenant, j'ai eu le concours de la nouvelle, j'ai eu le prix de la nouvelle de l'Académie française, mais est-ce qu'on peut dire que ce que je fais sont des nouvelles? Je ne suis pas certain. Quand des textes qui font du 2000 pages, en tant que recueil, il y en a un petit peu plus de sections un peu plus longues qui font jusqu'à 15 pages, enfin, il y en a 3 ou 4. L'écrasante majorité des textes que je fais, ils font entre une demi-page et une page et demie, 2 pages maxi. Donc on ne peut pas dire que ce sont des nouvelles. Mais pour répondre à votre question sur savoir qui peut distinguer la nouvelle du roman, moi je n'ai pas les compétences pour dire où commence le roman, où finit le roman, où commence la nouvelle, je ne suis pas critique, je ne suis pas universitaire, j'en sais rien, et je ne cache pas que je pense. Parce que je préfère m'intéresser à ce que j'écris, plutôt qu'au format. Le format, moi je l'ai dit dans un de mes textes, si tu t'es dit en 3 lignes, il faut garder les 3 lignes, c'est tout. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, oui, c'est vrai que ce qu'on peut dire d'Amélie Nothomb qu'elle fait des romans. Amélie Nothomb, elle fait des romans qui font 70 pages. Albin Michel s'arrange pour agrandir les marges, augmenter le corps du texte, et puis ils vendent ça comme des romans. Enfin, ce sont des longues nouvelles. C'est pas. C'est-à-dire que, oui, bon, non, ça c'est peut-être plus bien que l'écrivain, peut-être, je crois. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis intéressé. Ouais, ça. Laurence. Y a-t-il eu dans votre vie personnelle un élément déclencheur qui vous a donné envie d'écrire? Oui. Oui, il y a eu quelque chose. En fait, oui et non.
très très jeune, moi. Vers 16 ans. Et en fait, j'ai voulu être écrivain pour plein de raisons qui n'étaient pas du tout des raisons littéraires. Parce que, voilà, j'avais, pour reprendre un titre d'écrivain que j'ai entrepris, Jean-Paul Dubois, la vie me faisait peur. Après, j'avais 16-17 ans et je m'avançais vers cette anse étendue, cette désertique qui était la vie, et ça m'impressionnait tous les temps, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc j'écrivais des poèmes, j'étais un peu pas en poste, j'écrivais des poèmes, franchement, je vais dire complètement nul, mais on se prenait pour, on avait des grands manteaux noirs, enfin bon, et on se prenait pour des poètes. Et puis en fait, j'avais une petite amie à l'époque, et je lui écrivais une lettre par jour. Et à la fin de l'année scolaire, elle a fait un paquet de lettres, et elle a fait défiler ce paquet sur une place, et elle a dit, tu te rends compte, ça pourrait presque faire un livre. Et ensuite, on était dîner avec sa mère, et sa mère, qui était grande lectrice, m'a dit, tu sais, Valérie m'a vu certains passages des textes, tu as du talent, il y a des choses formidables. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, je vais faire ça, je vais faire écrivain. Et ça a donné du sens à ma vie. Et je me suis accroché à cette idée. J'ai rien écrit, j'ai rien foutu, j'ai rien écrit pendant 10 ans, mais j'avais cette idée d'être écrivain parce que tout simplement, ça me donnait du sens à la vie, ça me donnait une direction et du sens à la vie. Et après, je me suis dit, vers 28-30 ans, de devenir peut-être pas si net, parce que le temps des échecs, ça avait remporté le début de parcours d'écrivain assez loin, donc j'ai commencé à écrire. Mais en fait, c'était surtout comme ça. C'était parce que moi, si j'avais pas fait ça, ben, je suis bien embêté de répondre de tout ce que j'aurais pu faire, quoi. Donc, c'est ça qui m'a poussé vers cette voie. C'est pas du tout pour des raisons littéraires. Est-ce qu'on peut dire que ce serait l'amour qui vous avait poussé, puisque vous écriviez à votre petite amie? J'entends pas. Est-ce que c'est l'amour qui t'a poussé à écrire puisque tu as commencé à écrire? Est-ce que c'est l'amour qui t'a poussé à écrire? Puisque tu as commencé par écrire à ta petite amie. Ah oui, à l'époque, oui. Mais parce que cette histoire n'a pas duré, non, c'est pas l'amour, c'est... Au début, je pensais constater que c'était des lettres que j'envoyais à ma petite copine, oui. Et après, non, je sais pas. Ça a à faire avec l'intimité, quand même. Je ne sais pas si c'était l'intimité, je n'ai pas lu ces lettres, je ne sais pas ce que je racontais, j'ai raconté ma vie de pensionnaire, et je ne sais pas. Je ne suis pas un écrivain de l'intime, moi, je ne pense pas. Ok. Bon, bah écoutez, je crois que quelqu'un d'autre, mais tu as encore un peu de temps avant d'accompagner Gustave. Ouais, encore 5 minutes, oui. Eh ben voilà, encore 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. Et moi, je m'appelle Ritou de l'Université de Pondichéry, ici à Pondichéry. Du département et français. J'ai pas, oui, département de français. J'ai pas eu l'occasion de lire en fait votre œuvre, mais j'ai remarqué que le titre est assez intéressant par tous les autres. Et cela m'incite à poser cette question. Quelle est votre conception de l'altérité? Quel rôle joue l'altérité dans le monde d'aujourd'hui? La vérité? L'altérité, les autres. Hein? Ah, l'altérité. Qui sont ces autres dans votre œuvre? Et si je peux me pousser plus loin, je m'incite à poser cette question de l'altérité. On a beaucoup parlé de l'altérité dans la philosophie française ainsi que la philosophie indienne. Donc, quelle est votre notion de cette altérité aujourd'hui dans le monde? Alors,
les autres, On t'entend pas. Ça coupe, ça coupe. Comment? Ça coupait, ça coupait. Ah, ça coupe. Tu dois appuyer sur le bouton de temps en temps. Ah, vas-y. Là, vous m'entendez maintenant? Ah, là, on t'entend bien, là. Ne mange plus. J'ai choisi ce titre parce que pour moi, c'est un titre qui a deux lectures. La première, c'est celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est par tous les autres, c'est de se dire qu'on est entouré par les cons, qu'il faut on les cerner, ils sont. Mais ça, c'est une lecture qui ne m'intéresse pas beaucoup en fait. Parce que ça ne veut pas dire que ça, par tous les autres. Par tous les autres, ça veut dire aussi, vous savez, vous connaissez cette phrase je crois que c'est une phrase de John Donne qui dit aucun homme n'est unique. Et donc, nous sommes obligés, nous sommes contraints de vivre avec les autres. Et il y a là-dedans quelque chose que je trouve plutôt, de dire qu'on est entouré par les cons, c'est facile. D'abord, on est toujours le con de quelqu'un, donc c'est un peu facile de considérer que les autres sont bons que soi. Mais surtout, j'aime bien cette idée qu'on est obligé de con, que nous n'avons pas le choix. Et quand. Ça dit par tous les autres. Et je me désole un peu quand je vois les conflits qu'il y a dans le monde, notamment au Moyen-Orient, en Israël. S'il y a vraiment un endroit au monde où on devrait prendre conscience que nous n'avons pas le choix que de vivre avec les autres, c'est bien celui-là, mais c'est pareil aussi avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Enfin, on est obligé. Et l'altérité, c'est quelque chose qui vous est imposé. Voilà, l'homme est un animal social. À part quelques très rares exceptions, l'homme n'est pas fait pour vivre une seule chose qu'on dit, un rocher. Moi, j'ai été fasciné par les ermites. Enfin, l'ermite, c'est l'exception dans la nature humaine. Et donc, l'écrasante majorité des êtres humains, ils sont faits pour vivre ensemble. On vivre avec, de pas pour vivre ensemble. Pour vivre avec, c'est pas la même chose. Et c'est un peu ce que je voulais signifier avec cette et ces livres que j'écris qui rassemblent plein de petites histoires de personnages qui sont parfois très éloignés les uns des autres. Là, ça sous-entend que voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de vivre avec l'autre. Et quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, je suis qu'à moitié d'accord avec cette formule. Parce que l'autre, c'est à la fois l'enfer, et c'est aussi pareil. C'est aussi très simple. C'est que ce que nous sommes, on le doit aux autres. On le doit aux autres parce qu'on se construit avec, contre les autres. Donc, aucun homme ne s'est construit. C'est pas vrai. Ça peut être contre, mais si c'est contre, il y a quand même eu d'autres. Vous voyez, il y a eu l'autre qui a fait qu'il a réagi, il a décidé à partir des autres. Donc, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée qu'on a autrement que d'être avec les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, si, c'était très clair, bien au contraire. Et puis c'est vrai que moi j'avais forcément pensé à cette phrase de Sartre, et j'ai trouvé comme une réponse à ce qu'a dit Sartre, ce titre, par tous les autres. Parce que c'est vrai qu'on a bien la notion de ce que tu viens d'exprimer, c'est que les autres sont partout, et on peut le prendre comme une peur, mais on peut le prendre comme une chance. Et je trouve que c'est un très beau titre. Oui. Et à la fois comme une chance, mais aussi comme une fatalité. On n'a pas le choix. C'est une façon de dire que c'est stupide de vouloir considérer que les autres peuvent vivre sans eux, et tout comme c'est aussi stupide de
de considérer, moi le vivre ensemble, qui est de plus en plus qu'on entend en France, pour moi c'est presque une espèce d'expression de marketing. J'ai jamais cru au vivre ensemble. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ne veulent pas vivre avec d'autres communautés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec les autres. Et ça veut dire surtout que quand bien même ce serait compliqué de vivre ensemble, nous n'avons pas le choix de nous composer. On n'a pas le choix. Donc, à partir du moment où on n'a pas le choix, peut-être qu'il serait assez salutaire pour tout le monde de se comprendre une fois pour toutes et puis d'essayer de composer. Je trouve que c'est en plus exclusion par rapport à pas mal de choses dont on parle beaucoup à Auroville en ce moment. Donc, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à vous. Et puis, on ne désespère pas. On a compris que, bon, si on veut te voir, il faut amener la famille. Ah, oui, parce que sinon ça peut... Mais Auroville, c'est une grande famille. Merci. D'accord. Merci à vous, merci à toi. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, David. Au revoir. Au revoir. Bon, ben écoutez, merci. Hein. C'était, même si techniquement, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est parce que techniquement, c'était pas facile, mais j'ai senti que tout le monde écoutait, tout le monde était centré. C'était intéressant, parce que bon, c'est vrai que je ne connais pas Auroville, mais là, vous avez vu ce final. Vous voyez, les messages sont partout. Il n'y a pas besoin de poser des questions, on y répond directement à Auroville. Je n'ai pas voulu lui dire ça, parce que sinon, il va se dire qu'ils sont un peu encore allumés. Mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui se verrait beaucoup ici. Voilà. Merci à vous, et puis je crois que c'est l'heure de la pause.